Bonsoir à tous, c'est le 22h de Public Sénat, voici les titres de cette édition. Moratoire sur les fermetures de classes primaires à la rentrée 2012, mais maintien des suppressions d'emplois pour 2011. Un petit geste de Nicolas Sarkozy vers les professionnels de l'éducation et les élus locaux en colère. Nous en reparlerons au cours de cette édition. Les primaires socialistes qui crispent le débat politique après Jean-François Copé, c'est Claude Guéant qui prend le relais pour dénoncer le scrutin socialiste. Jacques Lang se félicite ce soir de la publicité faite par le pouvoir autour de ces primaires. Vers la création de tribunaux correctionnels pour mineurs récidivistes, est-ce la fin de la justice des mineurs? Élément de réponse ce soir avec notre invité, Serge Portelli. Il est le vice-président du tribunal de grande instance de Paris. C'est l'invité du 22h. La droite, je vous le disais, enfonce le clou sur les primaires socialistes. C'est aujourd'hui le tour de Claude Guéant à tirer à boulet rouge sur le futur scrutin. Le ministre de l'Intérieur y voit un problème grave. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Le ministre de l'Intérieur était interpellé cet après-midi à l'Assemblée nationale par le député socialiste Alain Vitalis. Nous avons décidé d'organiser des primaires. Nous avons consulté la CNIL. Nous avons consulté le ministère de l'Intérieur. Nous avons consulté l'ensemble des autorités qui pouvaient nous donner des réponses. Vous ne nous empêcherez pas de donner cet espoir et cette démocratie aux Français. Et je pense qu'il y a un problème grave, parce que publier par différence une liste des opinions politiques des Français, c'est sérieux, c'est grave, et ça mérite autre chose que des brouhahas et des échanges d'onomatopées. Mais il n'empêche que j'ai bien noté que vous reconnaissiez ce problème, que vous étiez prêts à y travailler, et bien nous y travaillons ensemble. Sachant encore sur ce dossier qu'Éric Raoult a demandé cet après-midi à Martine Aubry la dispense de primaires socialistes pour son département, la Seine-Saint-Denis, un territoire trop marqué, dit-il, par les fraudes électorales. La parité qui préoccupe l'UMP qui tenait convention sur ce thème aujourd'hui. Jean-François Copé s'inquiète, la parité homme-femme pourrait bien être mise à mal à l'occasion des prochaines élections sénatoriales. En cause, la multiplicité des listes dissidentes. Enquête tout de suite, elle est signée Bérangère Dinglas. Si aujourd'hui les femmes sont plus présentes au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, c'est grâce à la règle du Shabada, c'est-à-dire l'alternance d'hommes et de femmes sur les listes. Un dispositif qui s'applique dans tous les départements où les sénateurs sont élus à la proportionnelle, une règle que certains sénateurs sortants essayent de contourner. Comme la plupart du temps, ce sont nos collègues masculins qui tirent les listes, eh bien la femme est en second. Donc ça met forcément le troisième, un homme, en troisième position, avec peu de chances quelquefois d'être élu. Et c'est pourquoi on voit évidemment fleurir les listes dissidentes, car ils ont plus de chances en étant tête de liste sur une liste dissidente de pouvoir être élus. Un véritable problème à l'UMP, puisqu'à quelques semaines des élections sénatoriales, les listes dissidentes ne cessent d'apparaître. En Isère, Bernard Sauger va devoir faire face à plusieurs listes dissidentes, un combat entre hommes dont les femmes politiques seront les premières victimes. Si vous avez des listes dissidentes avec des hommes en tête et que la femme qui est seconde chez moi n'est pas élue, ça sera peut-être soit un siège de gauche, soit un siège à une liste dissidente. Et à ce moment-là, c'est un homme qui passe, puisqu'il y a trois listes dissidentes avec trois hommes en tête. Donc effectivement, ça risque d'être une femme en moins. À l'UMP, on reconnaît donc la tentation de certains de jouer leurs cartes en solo. Mais à l'heure où le parti veut clairement s'afficher en pointe sur la parité, on entend bien combattre les moutons noirs. Ce qui est important, c'est qu'à l'UMP, on soit exemplaire. Donc il faut combattre, c'est ce que nous avons dit ce matin, il faut combattre ces listes dissidentes, mais organisées, je dirais, qui, en fin de compte, n'ont pas encore accepté que les femmes puissent prendre des responsabilités qui sont les leurs ici au Sénat. Reste à savoir si une fois élus, ces dissidents seront accueillis à bras ouverts ou pas au sein du groupe UMP du Sénat. Réforme de l'ISF, la fin du bouclier fiscal. La fiscalité du patrimoine était débattue aujourd'hui au Sénat. L'opposition dénonce les largesses faites aux plus fortunés. Au centre, on fait plutôt la moue. Claire de Buzère. Dès le début de la séance et avant même l'examen du texte, la gauche a marqué une nouvelle fois son opposition à la réforme de la fiscalité du patrimoine. Vous portez l'allégresse des riches à son épanouissement. Ce que vous avez voté, c'est une injure sociale. Carton rouge pour le gouvernement, l'opposition considère cette réforme de la fiscalité du patrimoine comme un nouveau cadeau fait aux riches.
Le projet de loi de finances rectificative entérine la suppression du bouclier fiscal et l'aménagement de l'ISF. À partir de 2012, il n'y aura plus que 2 tranches d'ISF. Pour les patrimoines d'une valeur comprise entre 1,3 million et 3 millions d'euros, le taux d'imposition est de 0,25%. Pour ceux qui détiennent un patrimoine supérieur à 3 millions, le taux d'impôt est de 0,5%. En 2012, ce sont donc 300 000 personnes qui seront exonérées d'ISF, autant de recettes en moins pour l'État. La réforme de la fiscalité du patrimoine n'est pas financée. Elle va coûter plus cher à l'État et elle est injuste parce qu'elle avantage encore les gros patrimoines. Même le centre qui soutient la réforme admet que son financement pose problème. Le but, c'est que cette réforme ne dégrade pas le déficit de l'État. Or, on voit bien que l'équation est un petit peu difficile. On va même chercher des ressources qui n'ont rien à voir avec l'ISF. 300 millions correspondant à la lutte contre la fraude fiscale. Ça n'a rien à voir avec l'ISF. Bon. C'est dire à quel point l'équation est vraiment difficile à boucler. Alors, il faut trouver de nouvelles ressources. Pour cela, un alourdissement de la fiscalité sur les successions et les donations est envisagé. Le texte final devrait être voté au plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi. Sachez aussi qu'on a appris ce soir la réélection de Ban Ki-moon pour un 2e mandat à la tête de l'ONU par un vote par acclamation. Tout autre chose, retour en France, c'est une petite révolution judiciaire qui se joue en ce moment à l'Assemblée nationale. Après une première lecture au Sénat, eh bien, au-delà de la création des jurés populaires, c'est de l'abaissement de la majorité légale à 16 ans pour les jeunes mineurs récidivistes dont il est question. Notre invité, Serge Portelli, vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci. Serge Portelli. On parle en ce moment à l'Assemblée nationale effectivement de l'hypothèse de création d'un tribunal correctionnel pour les mineurs récidivistes, c'est-à-dire ça concerne des jeunes entre 16 et 18 ans. Vous avez signé une pétition qui dit qu'il s'agit là de la justice des mineurs qu'on assassine. Vous y allez peut-être un peu fort dans cette affirmation. Ah, vous avez dit révolution ? Petite révolution, mais quand même. Moi, je dirais plutôt grande contre-révolution. Oui. Parce qu'on en est là, c'est une vraie régression. C'est-à-dire que ce sont des principes qui sont modifiés ? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil constitutionnel qui dit régulièrement que les enfants, alors on peut appeler ça des mineurs, enfin, des adolescents, doivent être jugés par un tribunal propre, par un tribunal spécifique. Et c'est pas une exigence particulièrement de la justice ou du droit. C'est simplement une nécessité sociale, quasiment physique, qui fait que dans une société, les enfants et les adolescents doivent avoir un régime particulier, y compris quand il s'agit de les juger, y compris quand il s'agit de les sanctionner, de les punir, et peut-être encore mieux de les remettre dans le droit chemin. C'est donc pour vous la fin de ce qu'on appelle la spécialisation de la justice des mineurs ? Mais écoutez, je pensais que l'année prochaine, on fêterait un siècle de justice des mineurs, puisque c'est en 1912, vous voyez, c'est pas quand même tout neuf, que le Parlement a eu l'idée de créer un tribunal, ce n'était pas encore le tribunal pour enfants, mais un tribunal qui soit un peu spécialisé pour juger ces affaires-là. Et c'est une idée qui ensuite a mûri, qui s'est développée et qui effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, a acquis vraiment son autonomie. Et là, il faut relire un peu ce qu'on disait dans ce texte, cette fameuse ordonnance de 45, modifiée oui, il n'en reste plus rien. Mais au tout début, il reste encore le préambule. Et dans ce préambule, on disait que les enfants sont une chance de la nation. Et ça, vraiment, on a peut-être intérêt à y réfléchir aujourd'hui. Serge Portelli, la violence des mineurs, elle existe. Elle a même tendance à croître dans notre société. Je ne veux pas citer des faits divers récents, dramatiques, tragiques, mais est-ce qu'à ce moment-là, la justice des mineurs ne doit pas également s'adapter à cette nouvelle forme de violence ? Alors, on n'est pas encore dans la campagne électorale, mais je pense que les chiffres qu'on nous sort assez régulièrement sur l'augmentation de la violence des mineurs, sur l'abaissement de l'âge des mineurs, sont largement discutables.
savez, en 15 secondes, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais juge d'instruction pour mineurs à Créteil, et j'avais instruit une affaire où il y avait 3 mineurs de 8 à 10 ans qui avaient tué de façon terrible et odieuse un adulte. Imaginez-vous aujourd'hui ce qu'on pourrait dire si le même crime se reproduisait. 8 à 10 ans. Alors évidemment, vous trouverez toujours, et il ne s'agit absolument pas de les excuser, des affaires criminelles terribles commises par des mineurs et par des récidivistes. Mais est-ce qu'il faut pour autant s'engager dans des solutions totalement démagogiques, à titre, on va encore trouver un centre encore plus fermé que d'habitude, on va encore nous ressortir l'accompagnement militaire pour des mineurs qui sont en centre éducatif. Parce que finalement, les jeunes mineurs récidivistes, eh bien, ils sont relativement peu nombreux. Monsieur Le Serre, qui est rapporteur du texte ici au Sénat, avance le chiffre de 500 personnes seulement. C'est relativement peu. Mais écoutez, je suis très heureux d'entendre un journaliste le dire, parce que d'habitude, il faut batailler pour rappeler que la justice, et notamment celle des mineurs, elle n'est pas toujours performante, mais dans la grande majorité des cas, cette justice aboutit à quelque chose de réconfortant. Ce sont des mineurs qui ne reviennent plus ni en prison, ni devant le juge des enfants. Vous savez, je pourrais vous citer des grands noms du cinéma, du théâtre, peut-être de la politique, qui ont connu un passé judiciaire en tant que mineurs assez aléatoire. 80% des mineurs délinquants ne récidivent pas, dit-on. Ben oui, mais répétez-le assez souvent. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de la récidive des mineurs, mais je veux dire, il ne faut pas regarder que ça. Et aujourd'hui, la justice ordinaire des mineurs, elle a besoin de pouvoir fonctionner. Et le drame aujourd'hui de cette justice, comme de l'ensemble de l'appareil judiciaire, c'est un manque cruel de moyens et de fonctionnaires. Donc vous allez dire, Serge Portalli, que c'est un manque cruel de moyens, vous venez de le dire. Oui, mais il n'y a pas que ça, parce qu'aujourd'hui... Est-ce que le débat se résume qu'à un problème de moyens aujourd'hui? Non, évidemment, c'est un problème de société très profond. Quelle place aujourd'hui on veut bien donner à l'enfance, tout simplement? Comment est-ce qu'on regarde nos adolescents? Est-ce qu'effectivement, un adolescent qui commet un crime ou un délit doit être automatiquement, parce qu'il a commis cet acte-là, considéré comme un majeur? Est-ce qu'on doit lui appliquer toutes les solutions, même les plus désastreuses, qui sont appliquées aux majeurs? Mais on peut dire qu'il ressemble beaucoup à un majeur, y compris dans ses actes. Oui. Moi, j'ai entendu les plus hautes autorités de l'État dire quelque chose comme écoutez, avec 1m90 à 17 ans, est-ce que c'est encore un adolescent? C'est terrible quand même au niveau de l'intelligence politique d'en arriver là. Enfin, ça me rappelle ce que disait Françoise Dolto sur le complexe du homard. Faut relire ce texte assez fondamental où effectivement on voit que quand le homard quitte sa carapace, l'adolescence, effectivement il est tout nu, il est fragile et à ce moment-là il est obligé de se réfugier pour pouvoir acquérir une nouvelle carapace. L'adolescent, c'est ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout passer à l'adolescent, pas du tout. Mais cet adolescent requiert un regard particulier. Et aujourd'hui, ce qu'on peut peut-être dire, ce que disent quand même tous les spécialistes de cette jeunesse, c'est que les adolescents sont adolescents encore plus tard qu'avant. Donc s'il fallait faire quelque chose, je ne dis pas que je vais dans ce sens-là, mais c'est peut-être de retarder l'âge de la majorité pénale, et pas l'inverse. Toute dernière question, Serge Portalli. Une sanction aujourd'hui pour un mineur récidiviste, c'est quoi? Eh bien, c'est une sanction qui est pensée, qui est réfléchie, et qui, tout en étant une punition, respecte le droit et les règles fondamentales de la démocratie. Elles ont été définies par la Convention internationale des droits de l'homme, par le Conseil constitutionnel, et à mon avis, ce n'est pas tellement ce qui est dans le texte aujourd'hui soumis aux députés. Merci Serge Portalli. On va regarder la question que nous avons posée à nos amis internautes du Figaro.fr. Elle s'affiche sur votre écran. Êtes-vous favorable à la création de tribunaux correctionnels pour les mineurs récidivistes? Vous êtes 87%, une très forte majorité, à répondre oui à cette question. Je termine par présenter le dernier ouvrage de Serge Portalli, Jugé, aux éditions de l'Atelier, les réflexions d'un juge, justement sur la justice. Merci encore de votre présence ce soir. Merci. Pas de fermeture de classe, je vous le disais en titre, dans les écoles primaires à la rentrée 2012.
confronté à la colère des maires de l'Association des maires de France en particulier. Nicolas Sarkozy a lâché un peu de lest aujourd'hui sur le dossier scolaire, même si les fermetures de classes pour la rentrée prochaine, cette fois, restent maintenues. L'école au centre de toutes les attentions. De nouvelles propositions d'organisation scolaire vont être présentées demain au Sénat. Jean-Claude Carle nous en parlera dans quelques instants avec nos invités. L'une de ces propositions a trait aux professeurs stagiaires. Donc vous allez le voir, la vie sur place dans les écoles n'est pas toujours facile. Reportage à Drancy, en région parisienne. Il est signé Aurélien Romano. Fin d'année salutaire pour Julien. Il ne cache pas sa lassitude, même après une seule année comme professeur de maths dans ce collège classé ZEP. Il est enseignant stagiaire, c'est son premier poste. En plus d'élèves parfois difficiles, il s'est retrouvé à la tête de 4 classes d'un coup, un temps plein, comme un titulaire, dès le premier jour. Résultat, il va tout faire pour changer d'affectation. Moi, je sais que quand j'ai démarré, au bout de 15 jours, j'avais qu'une envie, c'était d'arrêter, quoi. Et bon, heureusement, j'ai eu une équipe solide derrière moi qui m'a soutenu et qui m'a encouragé, quoi. Sinon, c'est vrai qu'on est tenté d'arrêter tout, quoi. Soutenu par des collègues comme Anne-Sophie. Elle est professeure de français dans ce collège de banlieue parisienne depuis 5 ans. L'idée d'interdire l'affectation des fonctionnaires stagiaires dans les ZEP, ils sont tous les deux pour. En revanche, pour inciter les professeurs à rester, pas de solution miracle. L'idée de bénéficier d'avantages particuliers, notamment salariaux, si elles restent 15 ans ici, inenvisageable. Ou même de promettre une mutation au bout de 15 ans, je suis désolée, 15 ans, c'est une vie, quoi, 15 ans. Moi, je vais pas faire 15 ans ici. En cause, les conditions d'enseignement, véritable clé du problème. Pour améliorer la condition de vie des professeurs, ce qu'il faudrait, c'est améliorer les conditions d'enseignement et surtout les conditions d'apprentissage des élèves. En fait, on nous supprime des classes, on nous surcharge des effectifs. On nous empêche le dédoublement de classe, ce qui était quelque chose de très très bien. Quand on a un public un petit peu difficile comme ça, c'était très très bien de pouvoir faire des demi-groupes. Une question de conditions de travail qui pourrait les inciter tous les deux à rester plus longtemps. Voilà, on va reparler de ces professeurs stagiaires avec nos invités. Jean-Claude Carle, sénateur UMP de Haute-Savoie, rapporteur de ce fameux rapport sur l'organisation, la réorganisation du système scolaire. Il va être présenté officiellement demain, ici au Sénat, avec à vos côtés Christian Chevalier. Vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA. Un mot, messieurs, de réaction peut-être aux annonces faites par Nicolas Sarkozy aujourd'hui, avec ce moratoire sur la suppression des classes primaires, mais pour la rentrée 2012, on n'y est pas encore. Jean-Claude Carle. Oui, ça montre l'intérêt que le président de la République porte au segment du primaire, et je crois qu'il a raison. Il rejoint en cela l'une de nos conclusions où l'enseignement primaire est sous-doté par rapport, j'allais dire, aux autres pays européens. Christian Chevalier, 2012, la rentrée, c'est après les élections présidentielles. Oui, c'est un tour de passe-passe avant les élections sénatoriales, c'est-à-dire qu'on veut donner quelques gages aux grands électeurs, alors que dans le même temps, le président de la République maintient les 16 000 suppressions d'emplois pour la rentrée 2012. Alors, parlons de votre rapport que vous co-signez, Jean-Claude Carle, avec le sénateur socialiste Serge Lagouche, qui a présidé cette mission. Il n'y a pas de problème gauche-droite sur cette réforme du système scolaire, c'est plutôt rassurant, ça. Alors, il n'est pas co-signé par le président. Hein. Le rapport, il engage son rapporteur, il a été adopté par la commission, notamment l'opposition n'a pas pris part au vote, mais il a été largement adopté. Alors, quelques axes de ce rapport, en particulier la place que vous souhaitez donner au Parlement dans la définition de la politique scolaire. Ça, c'est une nouveauté. Oui, le Parlement, j'allais dire, aujourd'hui joue un rôle plus contemplatif qu'un rôle d'acteur. Il vote le budget, en tout cas. Il vote le budget, mais il vote le budget dans une opacité assez marquée. Je prendrai qu'un exemple, le budget du second degré qui s'élève à 29,4 milliards d'euros. Ce programme, eh bien, le Parlement n'a aucune influence, ne peut pas, j'allais dire, faire bouger les lignes lors du débat budgétaire. Et nous proposons justement une autre architecture budgétaire et faire en sorte que ça ne se limite pas à 3 heures lors du débat budgétaire. Et nous proposons d'ailleurs un débat d'orientation budgétaire au premier trimestre, là aussi, pour réduire le décalage qui existe entre l'année civile et l'année scolaire. Un Parlement arbitre, d'une certaine manière, ça vous inspire? Je ne sais pas si le Parlement doit être arbitre, en tout cas, que la nation se préoccupe du système éducatif, de l'avenir des élèves, c'est quand même la moindre des choses. Donc que les élus légitimes s'en préoccupent, c'est quelque chose avec lequel on ne peut être que d'accord. Donc il faut véritablement ouvrir ce débat. On le fait très rarement, vous avez raison. On le fait à l'occasion de grandes lois. On a connu ça avec la loi de 2005 d'orientation
Génération Fillon, la loi de 89 de Jospin. Mais c'est vrai que, hormis ces grands moments, il n'y a pas de vrai débat. Or, la question de l'éducation et de l'avenir de notre jeunesse dans notre pays est posée. Alors, vous parlez en particulier dans ce rapport d'une refonte de l'architecture budgétaire, n'est-ce pas, de l'éducation nationale. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est d'allouer mieux les moyens là où les problèmes demeurent, où ils sont compliqués, ils sont difficiles? Oui, et c'est d'abord de sortir un peu de cette opacité. Ce budget, il est, j'allais dire, compréhensible des seuls initiés. Et encore, on parle, j'allais dire, pas en euros, mais en euros éducatifs, qui est le fruit d'une longue transformation, d'une alchimie entre j'allais dire, les dotations votées par le Parlement et leur application vers l'établissement. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette articulation, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus lisible et qui est compréhensible par l'ensemble des acteurs. Alors vous voulez dans ce rapport personnaliser l'enseignement. Ça, pour vous, j'imagine, syndicaliste, ça doit aller dans le bon sens. Alors, je ne sais pas ce que M. Carl entend par personnaliser l'enseignement. Si c'est pour apporter l'enseignement là où il faut. Ben là, très clairement, c'est déjà ce qui se fait en partie avec les zones d'éducation prioritaires. C'est-à-dire que le constat que l'on fait, nous, à l'UNSA, c'est que tous les territoires ne se ressemblent pas. Qu'il y a des territoires qui sont aujourd'hui privilégiés, des territoires qui sont, en tout cas en jachère, pour ne pas dire abandonnés. Donc, sur ces territoires en jachère, où on voit parfois, souvent, de la concentration de la difficulté scolaire, mais pas que. Il y a aussi les territoires ruraux qu'il ne faut pas oublier. Donc sur ces territoires, on différencie certains axes de la politique éducative de la nation. C'est pas scandaleux en soi. Alors il y a une vraie nouveauté, ça c'est la patte certainement sénatoriale dans votre rapport, monsieur le sénateur, et vous voulez que les collectivités locales s'engagent de manière plus volontariste dans cette politique de l'éducation nationale. Alors là, ça demande des précisions. Ça veut dire quoi exactement? Elles sont déjà engagées de façon volontariste. Simplement, je crois que c'est fait de façon pas très coordonnée. Et ce que nous souhaitons, c'est rentrer dans un véritable partenariat entre l'État, entre les collectivités territoriales et entre la communauté éducative. Mais pour parler d'éducation, est-ce que ça va jusqu'à la définition, par exemple, des programmes d'enseignement? Non, chacun doit rester dans ses compétences. Je crois qu'il y a trois niveaux. Le niveau de l'équité qui est celui de l'État, et notamment des programmes, faire en sorte que ça garde cette unité au niveau de la nation. Le deuxième niveau, c'est le niveau de la cohérence, et ça le bon niveau me semble être l'échelon régional. Je n'ai pas dit l'échelon régional au sens politique, mais au niveau régional. Et le troisième niveau, qui est celui de l'action, c'est à mon sens le bassin de formation, où là nous proposons d'ailleurs de mettre en réseau les différents établissements, de façon à jouer sur la complémentarité plus que sur la concurrence. Ces mises en réseau d'établissements, elles manquent aujourd'hui sur le territoire? Là encore, mise en réseau, pourquoi faire? Bon, il existe aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le socle commun de compétences et de connaissances. Donc on a aujourd'hui une cohérence éducative de la scolarité, sur lequel on peut s'appuyer, de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire de l'entrée au CP à la sortie du collège, sur cette cohérence éducative, qu'au niveau des territoires, qu'au niveau des collectivités territoriales, on travaille en commun, parce que là on voit bien que quand on passe de l'école, qui dépend aujourd'hui de la commune ou de l'intercommunalité, au collège qui lui dépend du conseil général, on a là à la fois d'un point de vue, j'allais dire structurel, parfois des liaisons difficiles, comme on les a d'un point de vue éducatif. Allez, c'est terminé, monsieur, ce débat. On aurait pu parler effectivement encore des enseignements stagiaires. On a vu le reportage, et également de votre remise en cause de la carte scolaire. Vous voulez dans les zones prioritaires. Voilà, dans les zones prioritaires, revenir sur l'assouplissement décidé il y a quelque temps. Une de nos propositions fortes, c'est justement de reconnaître l'éducation en zone prioritaire et aujourd'hui sortir du schéma qui est celui où on met les enseignants jeunes, les moins formés, pour certains pas formés, dans ces zones les plus difficiles. Merci beaucoup, messieurs, de votre visite. On reparlera bien sûr de ce rapport sénatorial. Le reste de l'actualité, Jérôme Rabia fait pour vous le tour de l'information. C'est tout de suite. Au lendemain du décès d'une collégienne frappée par un camarade dans l'Hérault, le ministre de l'Éducation Luc Châtel s'est rendu sur place pour apporter son soutien aux familles et aux équipes éducatives. Un échange entre deux jeunes filles qui a dégénéré, pour des raisons sentimentales. J'allais dire une banale histoire de cœur qui a mal tourné, qui a dégénéré. Toute l'école qui est en deuil aujourd'hui, je dis toute l'école de France. Vous savez, ce qui s'est passé hier a bouleversé toute la communauté éducative. Et mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, c'était d'être aux côtés des équipes. Une nouvelle nuit en garde à vue pour Georges Tron, c'est ce qu'a décidé le parquet d'Évry aujourd'hui. Entendu par les enquêteurs depuis hier midi, l'ancien secrétaire d'État à la fonction publique est accusé d'agression sexuelle et de viol par deux anciennes employées de la mairie de Draveil. Georges Tron conteste les faits et évoque de simples actes de réflexologie plantaire.
10 000 soldats américains quitteront l'Afghanistan d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'un responsable américain affirme, alors que Barack Obama s'exprimera demain soir sur cette question. Il y a actuellement 100 000 soldats US stationnés dans le pays. En Syrie, pro et anti-Bachar el-Assad ont manifesté aujourd'hui dans tout le pays, malgré les promesses de réforme formulées hier par le président syrien. Au moins 4 personnes ont été tuées selon l'opposition. Côté diplomatie, François Fillon et Vladimir Poutine ont affiché leurs divergences lors d'une rencontre à Paris. Le Premier ministre français souhaite une saisine rapide du Conseil de sécurité de l'ONU. Son homologue russe refuse lui toute intervention dans les affaires d'un État souverain. Pour cette 30e édition de la Fête de la musique, le Sénat met en avant les musiques d'outre-mer. Et le président Gérard Larcher n'a pas hésité à effectuer quelques pas de danse dans le jardin du Luxembourg, aux côtés de Marie-Luce Panchard, la ministre de l'Outre-mer. Voilà, vous savez toute l'information, y compris les talents de danseurs du président du Sénat. C'est Simon Barbarie, notre chroniqueur cinéma, qui nous a rejoint. Bonsoir Simon. Bonsoir Pierre-Henri. Beaucoup de films politiques, hein. Il y a peu, c'était cette fameuse conquête du pouvoir par Nicolas Sarkozy qui était sur les grands écrans. Aujourd'hui, eh bien, on parle d'un autre film, Pater, d'Alain Cavalier. Il sort dans les salles demain. En tout cas, il a eu un très très bon accueil à Cannes. Et là, il s'agit aussi de politique, Simon. Et oui, Pierre-Henri, vous est-il déjà arrivé de vous prendre pour un Premier ministre? Même pas dans les rêves, non. Eh bien, Vincent Lindon, oui, et c'est d'ailleurs l'objet du film, hein, puisqu'Alain Cavalier, acteur et réalisateur de renom, s'imagine en président de la République et demande à Vincent Lindon d'être son Premier ministre. Alors, la tâche ne lui fait pas peur, on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre. Si je suis bien entouré. Si je choisis des bonnes personnes, si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, pas tant en trouver, juste écouter et savoir repérer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Si je me rase tous les matins, que je mets un costume et une cravate, j'ai 51 ans. Qu'est-ce qui empêche? Rien. Voilà, finalement, c'est pas bête comme réflexion pour être Premier ministre, avoir quelques idées simples en tête. Cela dit, ce film n'est pas forcément un vrai film politique. Non, c'est plutôt un grand délire partagé entre deux hommes, souvent autour de plats raffinés ou de grands crus qui donnent l'eau à la bouche, où chacun campe son personnage de dirigeant avec conviction. Alors, le propos est plus pertinent qu'il n'y paraît, puisque certaines fois, les thèmes évoqués résonnent avec l'actualité. Alors, par exemple, les idées simples du Premier ministre. Alors, donc, il est très contre les conflits d'intérêts, les scandales sexuels chez les politiques, mais surtout la réforme phare de Vincent Lindon, Premier ministre, c'est la création d'un salaire maximal plafonné, comme il existe le SMIC à l'heure actuelle. Lui voudrait porter un projet de loi qui limiterait les écarts de salaire de 1 à 10, c'est-à-dire qu'on ne pourrait plus gagner plus de 10 fois le SMIC. Et c'est d'ailleurs un sujet de discorde avec Alain Cavalier, qui lui préférait limiter les écarts de salaire de 1 à 15. Et ça, c'est typiquement le genre de réforme extrêmement difficile à faire passer au Parlement, par exemple. Hein. Cela dit, ce film reste une sorte, j'allais dire, d'ovni cinématographique. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Hein. Oui, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler un film concept, hein, puisqu'Alain Cavalier a choisi d'utiliser simplement 2 caméras vidéo. Alors, toutes les règles du cinéma traditionnel semblent bafouées, puisque le cadre est parfois bancal, l'image floue, il a une absence totale de musique. Sauf que l'essentiel est là, l'émotion et la sincérité du propos priment. Et Vincent Lindon prend sa tâche pourtant ludique très à cœur. On est touché par sa fragilité. On rit aussi beaucoup lorsqu'il évoque sa vie privée et aussi déclarait récemment à un hebdomadaire si le gouvernement m'appelle, j'arrive tout de suite. Alors affaire peut-être à suivre, mais en tout cas, avant de voir Vincent Lindon à Matignon, je vous propose déjà d'aller le voir au cinéma puisque ça vaut vraiment le coup. En tout cas, une belle réflexion sur, j'allais dire, le métier, la vocation, les missions d'un Premier ministre. Merci beaucoup, Simon Barbarie. C'est la fin de cette édition. À suivre Hélène Risser et son émission Déshabillons-les qui se penche ce soir sur le match. Nicolas Hulot, Eva Joly. Très bonne fin de soirée à tous. Belle fête de la musique. Merci. L'aventure débute en Angleterre avec la naissance de Louise Brown, premier bébé éprouvette conçu par fécondation in vitro. C'était un espoir extraordinaire pour les gens stériles. Faut pas oublier quand même que
Au départ, la fécondation in vitro, c'est pour permettre à des personnes stériles d'avoir des enfants. Plus de 30 années se sont écoulées depuis la naissance du premier bébé éprouvette, 30 années pleines d'émotions et de rebondissements. 30 années qui ont bouleversé la science et redonné espoir aux personnes en mal d'enfants. Les bébés de l'amour et de la science, vendredi à 16h45 sur Public Sénat. Vous êtes plutôt Hulot ou vous êtes plutôt Joly? Voilà. Alors, moi je suis plutôt pour Nicolas Joly. La formule est amusante, mais elle résume très bien le casse-tête des écolos dans le choix de leur candidat pour la présidentielle. Nicolas Hulot et Eva Joly ont des atouts et des faiblesses complémentaires. Aujourd'hui, chacun fait campagne dans son style. Deux styles qui dénotent dans le paysage politique. Alors lequel est le plus en phase avec les écologistes, voire avec leurs électeurs? Et pourquoi les écolos ont-ils autant de mal à trouver leurs candidats, quoi qu'ils ne sont pas les seuls? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, les deux prétendants au maillot vert, avec nous 4 invités. Daniel Bois, politologue au CEVIPOF et spécialiste des écologistes. Erwan Lecoeur, sociologue et auteur de ce livre, Des écologistes en politique, aux éditions Ligne de repère, où vous analysez les spécificités des Verts dans leur manière de faire de la politique. On va voir qui en a pas mal. Philippe Lenschener, communicant et fondateur de l'agence Value, pour décrypter la communication parfois iconoclaste de nos deux candidats. Et enfin, Denis Bertrand, sémiologue et habitué de l'émission. On va commencer avec vous par analyser une des spécificités d'Eva Joly, à savoir son style un brin dilettant. Du moins, c'est comme ça qu'il nous est apparu depuis 2010, lorsqu'elle a été courtisée, cherchée par Daniel Cohn-Bendit pour figurer sur sa liste aux européennes. Oui, moi je suis très heureuse et très contente dans mes nouvelles fonctions. Je découvre un peu tard dans ma vie le bonheur de la militance, de militer, d'avoir des projets, de participer à la vie démocratique. C'est comme tout dans ma vie à peu près, c'est-à-dire, moi je dis que je reçois ce que la vie me donne d'une certaine façon. Je suis prête, mais je ne sollicite pas, je ne cherche pas. Et là, c'est la politique qui est venue à moi. Un côté épicurien un peu déroutant au regard des discours sur l'engagement que tiennent habituellement les politiques. À l'entendre, on dirait un peu la princesse d'un conte de fées, une princesse choisie par le prince Dany, et puis une princesse un peu touche-à-tout qui sort même un roman politico-financier en pleine campagne pour les primaires écolos. On écoute. Vous savez qu'il y en a un certain nombre qui vont dire Eva Joly, elle ferait mieux de se mettre à jour sur ses dossiers environnementaux. C'est pas un écrivain ou un procureur main propre qu'on doit choisir, mais un ou une candidate à la présidentielle.